Donc on va commencer par demander à Cyril de nous parler un peu d'EasyBourse, qu'il a rejoint en 2006. Quelle année tu as rejoint en 2006? J'ai rejoint EasyBourse en 2009. 2009 qui également la date à laquelle EasyBourse a lancé son offre de courtage en ligne. Donc EasyBourse, on est une plateforme de courtage en ligne, comme je l'indiquais, qui permet à nos clients B2C de passer des ordres en bourse en toute autonomie. C'est une filiale à 100% de la Banque Postale. Et on a lancé également en 2017 de l'assurance vie 100% en ligne. On n'a pas évidemment d'enseigne physique, si ce n'est le réseau de la Banque Postale et de la Poste, ce qui constitue quelques points de vente, effectivement, pour l'ensemble du groupe. EasyBourse, en quelques chiffres, bon voilà les chiffres que vous avez ici, c'est environ 45 000 clients. Sur notre partie aujourd'hui, on représente plus de 80% des ordres de bourse du groupe. Côté EasyBourse, on s'adresse à une clientèle, alors contrairement à notre nom, un peu experte quand même, puisqu'on est quand même sur des gens qui sont totalement autonomes et qui passent leurs ordres sans opération de conseil, puisque EasyBourse n'est pas un opérateur de conseil. Au niveau justement du secteur de la banque et des transactions boursières, quels sont les enjeux de ton secteur? Alors déjà, le premier enjeu, il est réglementaire. EasyBourse, on a la chance d'avoir 3 autorités de tutelle au-dessus de la tête, qui sont l'AMF, la CPR et la BCE. La BCE étant la même chose que l'AMF et la CPR, mais en version européenne. Qui ont tous des exigences diverses et variées sur l'ensemble du périmètre bancaire et surtout sur l'ensemble du périmètre IT, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. On a donc des besoins de disponibilité et de performance extrêmement fortes. Les clients qui connaissent très bien la réglementation d'ailleurs savent que notre plateforme doit être 100% opérationnelle entre 9h et 18h30. Pourquoi je dis 100% opérationnel? Parce qu'en fait, si un ordre n'a pas pu être passé pour un problème de disponibilité de la plateforme, le client peut nous réclamer le manque à gagner sur l'ordre non passé. Et c'est entièrement validé par la législation. Voilà. Donc, effectivement, on a besoin de fonctionnement extrêmement fort sur notre plateforme. La moyenne des ordres qui sont passés, c'est quelle la moyenne est environ à 5 500 € par ordre. Alors une moyenne, malheureusement, c'est un chiffre qui veut un peu rien dire, parce qu'on peut avoir des ordres de plusieurs millions et puis des ordres de 200 €. Voilà, on va situer sur une fourchette de cette grandeur-là. Mais disons que les clients experts, en général, ont des beaux portefeuilles. Je crois que la catégorie expert passe des ordres à 22 000 € en moyenne, juste sur ce qu'on appelle chez nous les experts. Et puis voilà, un ordre à 2 millions d'euros, s'il y a une chute de 10% brusquement et que la plateforme n'est pas dispo à ce moment-là, et ben, c'est 200 000 € de la poche d'EasyBourse directement. Voilà. Et au niveau de la sécurité? Alors sur la sécurité des données, la première question qui m'a été posée par le directoire d'EasyBourse, c'est finalement qu'est-ce que je crains le plus pour EasyBourse? Et qu'est-ce que je crains finalement le plus pour EasyBourse? C'est extrêmement simple, hein, c'est la fuite de données. Finalement, l'ensemble de notre système d'information se source sur nos propres données. Si jamais il y a une fuite de données, fuite du patrimoine de nos clients, de leur nom, de leur prénom et de l'ensemble de leurs données, ce serait juste catastrophique. Donc la sécurité est un enjeu majeur, vous vous en doutez bien, sur l'ensemble de notre plateforme. Pourquoi avoir choisi comme socle Kubernetes? Alors là, il faut remonter un peu dans la genèse. EasyBourse, on a commencé la conteneurisation, hein, qui est le début de Kubernetes, en 2017. Donc on est entre 2017 et 2018, on est passé 100% conteneur, alors sur Docker, la techno à l'époque, et on est passé 100% sauf la production. Puisque à cette époque-là, on était sur une archi assez classique, virtualisée, chez un autre hébergeur infogéreur. On voulait basculer finalement notre infrastructure de Docker vers la production, notre partenaire de l'époque n'a pas pu produire finalement une infra qu'on voulait, en tout cas pas sur du Kubernetes, parce que c'était vraiment la techno qui était la plus à même à supporter de la conteneurisation.
Il y avait d'autres technos, hein. À l'époque on était sur Swarm, pour être très concret, qui est l'orchestrateur fourni en natif par Docker, mais qu'on n'a jamais voulu déployer en production. Très concrètement, pas assez robuste, pas assez résilient. Il nous fallait vraiment quelque chose qui soit voilà, beaucoup plus stable que ce qu'on pouvait avoir sur du Swarm, d'où le besoin de passer sur Kubernetes. Et sur les autres éléments, qu'est-ce que tu as trouvé au cours des 2 années qu'on a passé ensemble à travailler sur Kube, comme adressage par rapport à tes besoins et à tes attentes? Alors, Kubernetes, c'est une belle machine. Déjà, il faut le savoir, c'est quelque chose d'extrêmement bien construit, de très très performant. On pourrait le comparer à une Formule 1. Clairement, qu'on positionne sur un circuit sur lequel on veut qu'on ait des très bonnes performances. Une Formule 1, si vous mettez un mauvais pilote, il y a quand même de fortes chances que ça parte dans le décor. Si vous mettez des mauvais ingénieurs aussi, que vous ne faites pas le fine-tuning qui va bien, vous partirez aussi dans le décor. Ou alors, au mieux, vous aurez des mauvaises performances. Bon, ce qui, dans les deux cas, pas ce qu'on recherche. Du coup, j'ai trouvé chez Iguane des pilotes et des ingénieurs qui sont de talent, avec qui on peut avoir des discussions assez pointues, d'ailleurs, et c'est le petit cherry in the cake que j'apprécie chez Iguane, pour pouvoir faire tourner cette infra qui est aujourd'hui performante et résiliente, les deux. Ok. Au niveau de l'accompagnement, est-ce que tu peux en 2 mots nous dire quels sont comment ça fonctionne au quotidien et quels sont les résultats que tu as pu observer? Alors, en termes de résultats, concrètement, lors de la bascule donc, de notre infra virtualisée chez notre ancien hébergeur infogéreur vers la nouvelle infra, on est monté à x4 en termes de performance. Voilà, sur un périmètre qui non seulement, puisqu'on était sur un seul site physique auparavant, on a basculé sur un second site physique à l'occasion de la mise en place de Kubernetes. Donc du coup, on fait x4 avec doublement de sites. Ce qui est quand même déjà une belle performance. Alors pourquoi je dis que c'est que x4, j'ai envie de dire. En réalité, ça pourrait être beaucoup plus. C'est juste que quand on a pris la licence du logiciel pour tirer, à faire les tests, on s'est limité à x4. Mais concrètement, en estimation, en réalité, on serait entre x8 et x10. Voilà, dans ces ordres d'idées, en termes de performance. Du coup, en termes d'accompagnement, il a fallu mettre en place tout ça, hein, comme je disais, le fine-tuning, le réglage, vraiment la mise en œuvre finalement de Kubernetes avec les personnes que je vois ici dans la pièce. C'était une belle expérience déjà, puisqu'il a fallu le mettre en œuvre. C'est une techno, comme je disais, qui est très pointue et pour lequel on doit avoir un regard très acéré. En tout cas, avoir des personnes qui ont ce regard acéré pour être sûr qu'on part dans les bonnes directions et faire les bons choix. Le système étant hautement pluggable, on a besoin de partir dans la bonne direction et de faire les bons choix dès le début, sinon c'est difficile, jamais impossible, mais plus difficile à changer une fois que c'est déjà en cours de route. Et donc ça, on vient de parler des résultats. Si tu devais résumer ton partenariat avec Iguane en 4 mots. 4 mots. 4 mots. On avait révisé. Voilà, du coup, je suis en train de faire ma division, le prorata. Non, le premier mot, ça va être l'investissement, en fait, l'investissement des personnes. Vraiment, j'ai trouvé des gens qui sont extrêmement investis. Si j'ai un problème, clairement, j'ai quelqu'un au bout du fil qui va me répondre, qui va être là pour pouvoir traiter les sujets, ou qui, si c'est pas, va chercher d'autres personnes qui eux vont savoir jusqu'à ce qu'on ramène suffisamment de monde autour de la table pour trouver une solution. Et que ce soit un problème, je dirais, urgent, là tout de suite maintenant en production, ou un problème qu'on va anticiper, ou une solution qu'on cherche en avance de phase. Voilà. Donc ça c'est le premier mot, l'investissement. Merci. Il y a une question de coût, hein, on va pas se mentir. C'était à l'occasion de cette mise en place un x2 de l'infrastructure, parce qu'on est passé sur 2 sites, mais sur un coût à peu près similaire à ce qu'on avait avant, donc en changement de technologie, avec vraiment et des personnes qui sont là. La surveillance, parce que du coup on est sur un monitoring 24/7. On est sur de la bourse, hein, comme je disais, c'est de 9h à 18h30. La réalité des marchés, c'est que les marchés américains sont ouverts jusqu'à 22h30.
heure française évidemment. Alors on ne va pas faire le Nikkei et autres, hein, parce que là du coup ce serait les 3-8, mais au moins sur cette plage, 8h45, 22h30, il faut que ça marche. Et il faut que ça marche sans que les clients puissent nous dire là, j'ai pas pu passer mon ordre à 10 millions d'euros, vous me devez 4%. Merci beaucoup Cyril. Mais je t'en prie. Donc bonjour à tous, moi c'est Jonathan Marceau, je suis senior Kubernetes architecte chez Iguane Solutions. Je vais vous présenter le deep dive technique à travers 3 grandes périodes où Iguane Solutions a opéré Kubernetes. Une période où c'est plutôt nos prémices avec la technologie, une période qui correspond plus à notre présent avec EasyBourse et la collaboration avec Cyril, et une où c'est un peu plus notre futur qui va démarrer dès cette fin d'année. Donc les premiers pas d'Iguane sur Kubernetes, ça a été avec son client Blackpills, qui a été fondé par Daniel Marelli, qui est aussi le cofondateur de Deezer, hébergé chez Iguane Solutions. Eux, en fait, c'était un peu la même problématique que Cyril. Ils opéraient des conteneurs, mais sur des pré-productions ou sur des labs, mais pas forcément en production. C'était de l'infogérance traditionnelle sur le périmètre de Deezer. Par contre, sur tout ce qui était nouveaux produits, nouvel atelier que Daniel essayait de concevoir avec nous, il travaillait déjà avec du Docker Compose, il avait l'habitude de la partie conteneur, mais sur une densité bien plus faible et surtout pas en production. Donc quand il a voulu challenger Iguane sur passer des conteneurs en production, à l'époque, il faut savoir que Kubernetes n'était pas aussi trendy qu'aujourd'hui, donc il avait pas mal de concurrents. Comme le disait Cyril, il y avait Docker Swarm, il y avait aussi Mesos qui était en face, et du coup, lorsque Daniel est venu challenger Iguane, il nous a proposé Mesos en plan A et Kubernetes en plan B. Rapidement, pour les mêmes raisons que Cyril vous a exposé, on s'est plutôt dirigé vers Kubernetes. Mesos ne nous donnait pas entière satisfaction en termes de stabilité, de facilité d'utilisation. Donc on est allé sur du Kubernetes. À l'époque, c'était de la version 1.2, donc c'était un peu le early age de Kubernetes. Sur la partie du périmètre, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de mécanismes dans Kubernetes pour permettre de rationaliser des actions de chacun des utilisateurs, donc c'est une relation entièrement basée sur la confiance. Ça marche bien avec Blackpills, parce que c'est des alliés qu'on a toujours eus, qui sont toujours à nos côtés pour construire de nouvelles plateformes, mais on gardait dans un coin de notre tête que c'était quand même pas forcément applicable avec d'autres clients dans des autres types d'environnements. Donc on avait simplement une matrice de responsabilité avec un RACI. Donc c'était juste une matrice de qui doit opérer quelle partie du cluster. Pour la partie d'Iguane Solutions, c'était tout ce qui était machine, réseau et stockage. Aussi tout ce qui compose un cluster Kubernetes, donc toutes les parties qu'on appelle Core Components, que ce soit le kubelet, le kube API Server, mais aussi le Core DNS, le CNI, etc. Chacun devait s'assurer de cette partie, et la matrice de responsabilité exprimait juste cette partie-là appartient à Iguane, qui est garant de l'état de santé du cluster. Cette autre partie-là, c'est l'application Blackpills. Il faut qu'elle fonctionne, et le client en était responsable. C'était encore assez artisanal à cette époque-là. Il y avait plusieurs distributions de Kubernetes possibles. KubeADM existait déjà, mais c'était plus pour déployer dans cette époque-là des clusters qui étaient en single node. Il y avait très peu de distributions qui savaient faire de la haute disponibilité. La plupart du temps, il fallait se débrouiller soit tout seul, soit passer par quelque chose comme la distribution Kubernetes de Canonical. C'était en fait géré à travers un outil qui s'appelait Juju, qui existe toujours, et qui permet normalement pour Canonical, pour l'éditeur d'Ubuntu, de gérer des stacks applicatifs assez complexes, que ce soit de l'OpenStack, côté virtualisation, ou même le Mesos qu'on avait mis en fameux plan A à l'origine. Donc Juju s'occupe juste de construire la partie Core Components de Kubernetes, mais Iguane devait quand même fournir un petit peu d'artisanat pour terminer et avoir un cluster ready for prod. Sur la partie monitoring, Iguane a toujours conçu son monitoring autour de sa propre stack, qui s'appelle Sysmology. On utilise un agent nommé Sysmograph, qui va de pair avec Sysmology. Pourquoi on utilise notre propre agent? Ce sont pour des histoires d'hébergeurs, à l'origine, d'hébergement. La plupart des gens qui bootstrap leur cluster Kubernetes utilisent des Prometheus exporteurs open source qu'on peut trouver gratuitement. Le problème du côté d'un hébergeur, c'est qu'un cluster Kubernetes, on ne va pas en avoir qu'un seul, on va en avoir plusieurs. Donc ça va se poser un problème de cardinalité. Donc cardinalité, c'est le nombre de métriques qu'on doit engranger chez nous et stocker sur du long-term storage, puisque pour des raisons légales, on doit les conserver sur c'est une certaine plage annuelle. Je crois que c'est 2 ou 3 ans.
Et surtout, c'était lourd à maintenir au fil de l'eau. Il faut savoir que Kubernetes, en 2016, on est en 1.2. Rien qu'à l'année suivante, en 2017, on est déjà sur du Kubernetes 1.6. Donc, maintenir un agent maison avec toujours une charge de travail à chaque fois qu'une version est release et avec des dépréciations d'API Kubernetes qui vont assez vite. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Kubernetes est un peu plus sympa. Ils vous font un petit warning avant de déprécier une API et au fur et à mesure, elle finit par être totalement enterrée. Le bilan, on le connaissait déjà dès la première étape. C'était nos balbutiements avec la technologie Kubernetes. Un RACI, c'est strictement pas suffisant pour cadrer un périmètre correct sur qui doit faire quoi, qui doit opérer quoi dans un cluster Kubernetes. Mais il y a autre chose aussi qu'on a découvert au fur et à mesure de notre collaboration, que ce soit avec Blackpills ou d'autres clients qui sont arrivés après, c'est qu'il y a une différence d'attente entre tout ce qui est cluster on-premise et cluster sur cloud public. Je vais y revenir en détail un peu plus loin. Ça nous mène à EasyBourse. C'est une période qu'on a jalonnée en partant d'EasyBourse, puisque quand EasyBourse est arrivé chez One Solutions, on s'est dit que tout ce qu'on avait repéré entre 2016 et 2021, il fallait le mettre à profit dès le début pour partir d'une base saine avec Cyril, pour pouvoir collaborer pleinement sur les responsabilités très grandes d'un site boursier. Donc dans cet axe d'amélioration continue, déjà entre 2016 et 2021, il y a un grand changement de problématique. Kubernetes, c'est plus une techno dont on parle un petit peu sur Internet entre connaisseurs. C'est une techno qui est tout à fait... chaque matin, en fait, il y a une nouvelle technologie pour Kubernetes qui sort et qui arrive. Il y a une technologie par jour. J'ai un collègue dans mon équipe, à chaque fois, il me link directement à une nouvelle brique en me disant ça pourrait être intéressant pour Igual. Et effectivement, on la regarde. Donc, entre-temps, il n'y a pas eu que nous qui se sont heurtés au problème que ce soit sur le périmètre, donc qui doit gérer quoi, mais aussi aux contraintes qui sont liées à l'on-premise. Du coup, pour partir d'une base saine, comme je le disais avec Cyril, on a choisi de moderniser le périmètre et je vais vous donner quelques exemples. L'une des contraintes de l'on-premise sur Kubernetes, c'est qu'il y a un certain nombre de comportements qui sont disponibles par défaut sur un Kubernetes, qui vont fonctionner dès lors que vous êtes sur le cloud public. Un exemple concret, c'est vous devez exposer à un moment votre application tournant sur des pods. Vous allez créer un service, souvent de type load balancer. Si vous le faites sur AWS, sur GCP, sur Azure, automatiquement votre cluster Kubernetes s'adresse à l'API du cloud public, puis crée automatiquement un load balancer qui sera plugué directement sur les flux de vos workers Kubernetes. C'est magique, c'est fonctionnel, c'est super. Quand on est on-premise, si vous avez déjà tenté l'expérience, par défaut, si vous faites ça, le load balancer, il va exister, il va se créer dans le cluster, mais il va rester dans un état pending, en attente. Et il va pas se passer grand-chose d'autre. Ça, c'est lié au fait que dans Kubernetes, il y a une partie du code qui est fait pour s'interfacer directement avec AWS, avec GCP. À l'origine, Kubernetes, ça reste une technologie Google. Donc, tout ce qui est parler à leur API pour créer des choses, ils savent faire. Ça a été adapté pour les grands clouds publics, mais sur l'on-premise, c'est à l'hébergeur de se débrouiller. La technologie du coup qu'on a employée chez EasyBourse, c'est MetalLB. MetalLB qui est un third party qui s'installe dans votre cluster Kubernetes et qui permet directement à vos workers Kubernetes de nouer une session BGP avec votre équipement réseau et du coup de faire du load balancing actif-actif vers l'intégralité de vos workers Kubernetes. Donc là, le load balancer que vous créez à la demande, ça fonctionne comme sur du cloud public. Il arrive, il ne reste plus en état pending, il obtient bien une IP et il est bien load balancé sur l'intégralité de vos workers. De la même façon, ce qui est compliqué sur l'on-premise, c'est tout ce qui est storage. Par défaut, lorsque vous lancez un pod, tout ce que vous faites à l'intérieur de celui-ci, c'est de l'éphémère. Si vous avez besoin de stocker de la donnée ou d'y accéder, le code de votre site, les assets, etc., vous avez besoin d'un persistant de volume. De la même façon que le load balancer, lorsqu'on crée un persistant de volume normalement sur un Kubernetes qui fonctionne sur un cloud public, ce qui va se passer, en fait, c'est que le pod va demander une certaine quantité. Par exemple, 3 gigaoctets d'espace de stockage. Le cloud public va automatiquement vous créer quelque chose qui correspond chez lui. Par exemple, sur AWS, un Elastic Block Store, va l'attribuer à votre worker et votre worker va l'afficher à votre pod. Tout ce fonctionnement un peu magique, c'est super pratique parce que du coup, en termes de juste dev qui utilise son cluster Kubernetes, il n'y a pas besoin de passer par du ticket de support auprès de son hébergeur ou de gérer une certaine partie de son infrastructure, un petit peu dans Terraform, un petit peu dans Kubernetes. C'est à la demande, c'est du self-service. Si on est sur du on-prem, comme d'habitude, c'est beaucoup moins facile. Sur l'on-prem, vous allez créer un persistant de volume claim. Donc le claim, c'est ce que le pod réclame un espace de stockage, il dit « Bonjour, peux-tu m'en adresser un ?»
et il va rien se passer. Donc l'une des solutions pour contrer ce phénomène, c'est soit de provisionner d'avance des volumes à la main, de créer des persistants de volume à la main. C'est pas très pratique. Vu le nombre de pods qu'a Cyril pour EasyBourse, s'il devait nous faire un ticket à chaque demande de pod, ça serait un peu gênant. Donc on avait trouvé un petit plugin sympathique qui a des limitations mais qui dépanne bien dans un premier temps sur de l'on-premise qui s'appelle le NFS Subdir External Provisioner. Lui en entrée, vous lui donnez un gros volume NFS et il s'occupera de le redécouper en sous-répertoire à la demande, donc à chaque création de pod qui a besoin d'un persistant de volume. Il créera à chaque fois un sous-répertoire et son point de montage pour l'afficher à votre pod. Ça vient quand même avec 2 limitations majeures. Déjà comme le nom l'indique, ça gère que le NFS, ça gère pas l'EasyBourse. EasyBourse a besoin de volume EasyEasy pour des raisons de performance, on y reviendra un peu plus tard. Donc pour tout ce qui était EasyEasy chez EasyBourse, jusque-là c'était manuel. Par contre pour le NFS c'était dynamique. Et il n'y a pas de gestion de quota. Comme au final en entrée vous avez juste donné au plugin un gros volume, d'une taille par exemple je ne sais pas 10 teraoctets. Si vous faites un claim pour demander pour votre pod 3 gigaoctets, il va dire oui, pas de souci, mais en vrai, il va vous donner un dossier sur ces 10 teraoctets. Donc ça peut poser des problèmes de capacity planning. Votre pod a demandé 3 gigaoctets, en fait, vous revenez une semaine après, vous vous apercevez qu'il est déjà à 100 gigaoctets. Ça, c'est un exemple minime encore, mais s'il est en train de manger la moitié du volume, vous imaginez bien que ça peut générer des problèmes. Pour la partie RACI dont je parlais tout à l'heure, comme je vous l'ai dit dès le début, on savait très bien que ce genre de fonctionnement-là, free for all, c'était limitant et que c'était lié au fait que Blackpills, avec l'équipe de Daniel Marelli, c'est des alliés d'Iguane de toujours, mais dans le cas de clients nouveaux sur lesquels il faut bâtir une relation de confiance, on ne peut pas se reposer juste sur un document Excel qui exprime quelle est la responsabilité de chacun. Donc en Kubernetes 1.8, donc c'est entre 2017 et 2018, il y a la feature qui s'appelle du Role-Based Access Control qui est arrivée sur Kubernetes et qui permet de gérer des politiques d'accès. Donc ce qu'on a organisé nous à partir de rôles, de cluster role et l'équivalent en cluster role binding et role binding, c'est que EasyBourse est maître de ses pods, il peut faire exactement ce qu'il veut, il peut demander du persistant de volume à la demande, du load balancer à la demande, gérer ses pods et ses déploiements comme il le souhaite dans les namespaces qu'il nous a demandé. Et Iguane, lui, de son côté, reste maître des namespaces ou les core components de Kubernetes dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui est kube API Server, core DNS, etc. fonctionne. Comme ça, chacun garantit son périmètre. EasyBourse, de son côté, garantit que lui ne touche qu'à son application et Iguane ne touche qu'à son périmètre sur la partie qui lui incombe, c'est-à-dire la bonne santé du cluster. Par défaut, on limite aussi maintenant les pods privilégiés, puisqu'on s'aperçoit en fait que dans pas mal d'applications qui sont en libre disponibilité sur le net, souvent le pod va demander un privilège maximum parce qu'il a besoin de faire une seule chose, alors qu'en vrai, dorénavant, dans Kubernetes, on peut aussi juste octroyer certains droits. Un cas concret, par exemple, si vous voulez, je sais pas, juste popper un VPN dans un pod de votre Kubernetes, le VPN a juste besoin de quoi en termes d'accès route? De créer des interfaces réseau à la volée. Il y a un paramètre qui permet de ne permettre que la création d'interfaces réseau. Donc à chaque fois, en fait, c'est la partie un peu conseil d'Iguane. Par défaut, on limite les pods privilégiés. Par contre, si un de nos clients en a vraiment besoin, on ne va pas le limiter en lui disant non, c'est pas possible. On va essayer de trouver plutôt une négociation autour de comment le faire au mieux. Sur la partie logging, ce qu'on faisait historiquement en 2016, dans notre partie première expérience, c'est que le client était responsable de ses logs lui-même. Par défaut, Kubernetes, pour lire les logs, il y a une commande kubectl logs, il y a aussi un dossier varlog containers consultable à la main. C'est pas très friendly, surtout pour archiver sur plusieurs années. Donc souvent, ce que faisaient nos clients en 2016, c'est qu'à côté de leur pod, ils rajoutaient ce qu'on appelle un pod sidecar, qui est un agent de logging, qui lui s'occupait juste, à côté de l'application principale, de ramener les logs et de les stocker quelque part. Quand on a un fonctionnement sur du 20 ou 30 pods, c'est faisable d'avoir 20 ou 30 sidecars. Quand on est plus sur une topologie à la EasyBourse avec 500 pods, popper 500 sidecars, ce serait un peu du gâchis. Donc on est passé sur un agent global qui s'installe directement au sein du cluster et qui va automatiquement récolter tout ce qui est log, qui s'appelle Fluentbit. Fluentbit, il a un super avantage, qui n'est pas forcément lié à Kubernetes à l'origine, c'est qu'il a une grande somme de plugins d'entrée. Il sait récolter les logs à peu près partout. D'ailleurs, il sait même récolter des métriques Prometheus et en faire soit du textuel, soit de l'adaptation de métriques. Il applique automatiquement des tags sur les champs qu'il trouve, par exemple les namespaces Kubernetes, le nom des pods, etc. Et ces tags en fait permettent de soit faire de la recherche, déjà de base sans avoir une autre couche telle qu'Elasticsearch, et surtout de faire du filtre selon la configuration.
Pareil, sur la partie plugin de sortie, il y a une grande liste de compatibilité. Ce qui nous intéressait pour EasyBourse, c'est qu'ils ont une stack ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Mais en vrai, il y a pas mal de plugins de sortie, il y a du Loki, il y a du fichier plat. Par exemple, si on a collecté des métriques et qu'on veut en faire quelque chose au format fichier plat. Donc là-dessus, l'agent, il était exactement comme on le souhaitait. Dans le cas d'EasyBourse, du coup, le plugin d'entrée, c'est bêtement le plugin Kubernetes qui s'occupe de récolter tout ce qui est std-out, std-error, qui applique automatiquement des filtres en fonction du namespace. Et ce qu'on fait pour pas envoyer non plus les logs qui incombent à Iwan dans la stack ELK de Cyril, c'est qu'on applique, à partir des tags qui ont été générés automatiquement, du filtering qui dit tout ce qui est web, tout ce qui concerne easybourse.com, ça va vers l'ELK, le reste, ça va vers une autre stack d'Iwan. Sur les bonnes pratiques, historiquement, les clusters Kubernetes qu'on livrait, si notre client voulait une forge, soit on l'accompagnait pour en déployer une en tant que pod, sauf qu'on a remarqué avec le temps que lorsqu'il y a un incident sur Kubernetes, parce que ça peut arriver, la technologie est formidable, mais ça peut arriver. En fait, si vous essayez de réparer votre cluster Kubernetes à partir du GitLab qui le pilote, qui lui-même est dans le cluster Kubernetes, ça peut mal se passer. Donc, par exemple, dans le cas d'EasyBourse, l'une des seules parties qui est en dehors du cluster Kubernetes, c'est GitLab. Nous, on aime bien GitLab chez Iwan. Et du coup, c'est la seule partie qu'on laisse assez à l'extérieur. En vrai, cette partie-là, elle est quand même vouée à être maturée un peu plus loin. J'y reviendrai. Parce que finalement, il n'y a pas forcément la totalité de la forge qui est nécessairement en dehors. C'est surtout le registry qui pose le problème de dépendance circulaire en mode... problème de poule ou l'œuf, en mode si le cluster est cassé et que je dois passer par le cluster pour le réparer, c'est un problème. Sur la partie backup, ici, rien d'exotique. Pour l'instant, on se contentait de faire des backups etcd, donc de la topologie du cluster. Etcd, globalement, c'est la brique logicielle d'un cluster Kubernetes qui contient tout ce qui est topologie. Donc, c'est l'état du cluster avec tous les manifestes au format YAML que vous avez donné, le nombre de pods que vous souhaitez pour un service, les services que vous avez créés, les persistants de volume, etc. Tout ce qui fait la sauce magique pour toutes ces parties-là du cluster. Et pour tout ce qui est données du client, comme on le disait tout à l'heure, nous on utilise beaucoup de NetApp chez Iwan Solutions et on utilise la partie SnapMirror pour backuper tout ce qui est persistant de volume sur un autre site. Inconvénient de ce fonctionnement, autant la partie backup fonctionne bien, autant un backup qui fonctionne bien, c'est aussi une restauration qui fonctionne bien. C'est qu'il n'y a pas de self-service. Si quelque chose arrive et que Cyril a besoin de restaurer quelque chose, il est obligé d'interpeller quelqu'un de chez Iwan pour lui faire l'opération, pour lui dire quels sont les backups disponibles, est-ce que tu veux que je te monte une partie du backup ou seulement un backup total, etc. Et après, c'est du travail manuel où on fouille dans le backup qui nous intéresse et on prend la donnée qu'on veut. Donc c'est pas tout à fait self-service. Sur la partie sismographe, sur la partie monitoring d'Iguan interne, le côté suivre au fil de l'eau, on the edge, les évolutions de Kubernetes, c'est compliqué dans le sens où on a des développeurs en interne, mais s'ils passent leur intégralité de leur temps à mettre à jour le plugin sismographe juste pour Kubernetes, parce que sismographe gère aussi toute notre infogérance plus classique, du Apache, du Nginx, du PHP-FPM, etc. C'est un peu dommage. Donc ce qu'on a fait pour la version de Kubernetes chez Cyril, c'est que Sismograph est toujours utilisé pour tout ce qui est base du système, pour le socle commun qui n'est pas forcément lié à Kubernetes. Et par contre, on s'est appuyé sur un partenaire qui s'appelle Sysdig, qui est aussi un agent open source, mais qui propose une version propriétaire sous licence dédiée à Kubernetes. Il fait de l'auto-discover de pod, qui essaye de regarder ce qui se passe dans votre cluster, et qui génère automatiquement, à partir des endpoints de vos pods de monitoring, des données intéressantes à afficher sous forme de graphes. Du coup, le bilan de cette période EasyBourse, c'est qu'on a renforcé l'intégration de Kubernetes sur le on-prem, avec tout ce qui est load balancer, storage class. Ça, c'est des key points que je vous donne aujourd'hui, mais il y a eu pas mal de petites évolutions aussi sur notre modèle d'opérer du Kubernetes. Et les bonnes pratiques, tout ce qui est airback, pour éviter d'avoir juste un document RACI dans un coin que quelqu'un a ouvert à l'instauration de la plateforme puis ne l'a plus jamais ouvert jusqu'à la fin. Donc, le logging et l'intégration au service Iwan existant, donc tout ce qui est backup et monitoring. L'aventure avec EasyBourse, c'était très bien. Nous, ça nous a permis de progresser sur certains points et de les mettre en avant, d'en faire quelque chose à partir de l'évolution de Kubernetes dans sa globalité publique d'Internet. Entre-temps, comme je le disais, Kubernetes, c'est plus un ovni, c'est quelque chose qui est mis en avant. Les concurrents directs comme Mesos, comme Swarm, etc.,
Mesos vit encore, il y a certains usages à Mesos. Swarm, par contre, même le projet Docker lui-même l'a abandonné. Donc voilà, donc tout ce qu'on a fait sur la partie balbutiement d'Iguane, puis notre collaboration avec EasyBourse, on s'est dit que ça serait pas mal de continuer toujours au format amélioration continue, d'ajouter des fonctionnalités, mais également d'en faire quelque chose de plus industriel. Parce qu'il y a un point sur lequel je ne suis pas revenu au sujet d'EasyBourse, c'est que l'artisanat, lui, il était toujours présent. Donc on avait automatisé certaines parties, mais ça restait assez artisanal. Alors si on veut le proposer sous forme de produit, il faut renforcer l'industrialisation. Donc comme je le disais, la première grosse partie du produit, ça a été de l'industrialiser et d'apporter certains changements. Historiquement, on utilisait KubeADM pour déployer nos clusters Kubernetes, du par le passé. KubeADM est très bien. Pour le coup, en tant qu'utilisateur, déployer son cluster avec KubeADM, c'est un super point de départ. Ça fonctionne très bien. Par contre, KubeADM, sa façon de travailler, c'est que c'est plus un orchestrateur, dans le sens où lui va aller récupérer les différentes parties de votre cluster Kubernetes, les configurer, les mettre en place, et avoir à la fin un cluster qui fonctionne, où il n'y a plus qu'à l'utiliser avec kubectl. C'est très bien dans le point de vue déploiement d'un humain qui va déployer son cluster Kubernetes. Dans le cas d'une industrialisation, où l'outil a besoin d'être plus autonome, et de pas forcément avoir des commandes à lancer de façon artisanale, comme je disais, par un humain, on a préféré passer sur K3s. K3s, il a un fonctionnement un peu différent de KubeADM. C'est que c'est un seul binaire qui fait à peine 70 mégaoctets et qui contient l'intégralité d'une stack Kubernetes. Donc à savoir le conteneur D, tout ce qui est Kube API Server, etc. Ce que ça permet, c'est que déjà le déploiement est beaucoup plus facile. C'est pas un outil qui en pilote d'autres. C'est directement l'outil lui-même va représenter votre cluster Kubernetes. Et surtout, quelque chose que Cyril a encore vécu il y a moins d'une semaine, quand il faut faire les mises à jour sur un cluster Kubernetes qui est géré par KubeADM, KubeADM ne sait gérer que des versions ascendantes. Donc, si vous êtes en 1.22 et que vous voulez aller en 1.27, il faut faire 1.23, 24, 25, 26, 27, sur l'intégralité du control plane, sur l'intégralité des workers. Ça peut être très long. Cyril s'en souvient, on s'est couché très tard. Très tôt. Voilà, très tôt. On s'est couché très tôt. Alors que sur K3s, c'est de la nulle et remplace. Souvent, entre administrateurs système, on se fait la blague du pas besoin d'un paquet, il suffit de pousser le binaire et de le relancer. Bah pour K3s, c'est pas forcément une blague en fait. Il suffit de le pousser sur la production, de faire un bête système CTL restart, et on est déjà sur la version la plus ultérieure possible. Pas besoin de dérouler un schéma client d'upgrade successif. Donc très adapté au côté outil maison, industriel, avec une CI qui déploie automatiquement. Sur le logging, c'est une des parties où justement, je disais, la collaboration avec EasyBourse, on a pris du level nous aussi sur le sujet. Fluentbit, excellente technologie, il est reconduit pour le produit Cube by Iguane. La seule différence, c'est que comme on veut que ce soit un produit qui, lorsqu'il est mis en route pour notre client, tout soit déjà prêt, on le fournit maintenant avec par défaut une stack de logging. Nous, on a parallèle avec Sysmology, on a une stack maison qui s'appelle Journalogy, qui utilise du Loki, et c'est vers elle qu'on fournira par défaut les logs. On mettra le fameux plugin de sortie de Fluentbit par défaut. Si le client vient avec sa propre stack, il n'y a pas de souci, c'est l'avantage de Fluentbit, comme on a tout ce qu'on veut en input, tout ce qu'on veut en output, on peut lui rediriger aussi vers sa plateforme. Sur les storage classes, j'ai promis à quelqu'un tout à l'heure d'en reparler. Sur la storage class, on a rencontré un super produit de notre partenaire NetApp. Iguane, depuis que je connais Iguane, ça remonte à 2013-2014, on utilise de la NetApp. Et c'était bien dommage de passer à côté de Trident, en fait, puisque NetApp open source une storage class qui s'appelle Trident, qui permet d'avoir un vrai life cycle de persistant de volume. Donc, tout ce qui est life cycle, comme je vous le disais, c'est le côté, le cluster Kubernetes, c'est demander de la ressource quelque part, que ce soit sur du cloud public ou ici, de la NetApp, et la NetApp en échange, c'est vous répondre avec ce que vous avez demandé et le monter directement sur votre cluster. Donc, Trident gère cette partie. Si vous avez cette fois-ci fait un persistant de volume claim en demandant je veux un volume de 3 gigaoctets pour mon pod, Trident fera vraiment ça. Il va aller voir la NetApp, il va dire bonjour, tu peux me donner un volume de 3 gigaoctets s'il te plaît. La NetApp dit bien sûr, elle le monte sur le worker et le worker l'affiche à votre pod. Donc cette fois-ci, si vous êtes à l'intérieur du pod et que vous faites un df-h pour avoir la quantité disponible, vous voyez bien les 3 gigaoctets que vous avez demandé. Vous ne voyez pas l'intégralité du volume par an dont je parlais tout à l'heure avec le plugin NFS Subdir.
Ça, c'est la partie respect des quotas. Et surtout, comme Trident est fait par NetApp eux-mêmes, ils gèrent tout ce que NetApp sait afficher en termes de volume, donc que ce soit de l'EaseKeezy ou du NFS. Pourquoi les deux d'ailleurs? Le NFS, c'est très bien dans le sens où la technologie en elle-même gère un espèce de lock réseau. Donc, ce que ça signifie très concrètement, c'est qu'un volume persistant qui est géré avec NFS, il peut être monté par plusieurs nodes et donc plusieurs pods à la fois. EaseKeezy, à l'inverse, c'est un seul node et donc au moins que les pods de ce node-là qui peuvent le monter à la fois. Mais EaseKeezy est un peu plus performant et dans le cas de certains workflows chez EasyBourse, on avait besoin d'EaseKeezy. Donc, sur cette partie-là, maintenant, on a un vrai lifecycle. C'est plus un petit hack à partir d'un volume NFS. Et que ce soit de l'EaseKeezy ou du NFS, c'est au moment où le client écrit son manifeste de pod et son persistant de volume claim, il pourra aller plutôt vers de l'EaseKeezy ou du NFS en changeant juste un paramètre, selon s'il souhaite de la performance ou à l'inverse que ce soit un volume qui est monté un peu partout. Sur la CI/CD, les observations que je vous faisais tout à l'heure sur une forge, une CI, etc. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément lié à Cube by Iguane, c'est lié à tous les nouveaux produits qu'Iguane Solutions sortira en fin d'année et sur l'année suivante. Tous nos outils, on veut qu'ils soient directement utilisables. Si un développeur a déjà une ébauche de code qui veut la pousser et voir tout de suite si le service fonctionne et lui donne entière satisfaction, en général, il doit commencer par mettre en place une forge, une CI, etc. ou tout pousser en vrac, mais c'est pas non plus l'idéal. Donc tous les produits maintenant sont fournis avec une forge par défaut. Avec une CI, on s'est penché vers Argo CD pour le moment, dans le sens où Argo CD, ça a l'air d'être, comme je vous disais tout à l'heure, avec Kubernetes et Trendy, la plus trendy des CI pour les développeurs, surtout orientés web. Sur la partie backup, au lieu de juste faire des backups de topologie etcd d'un coin et des backups clients côté NetApp dans un autre coin, ce qui est parfois difficile en fait. Si c'est juste une restauration de données d'une base de données, ça peut aller. Si par contre c'est, je sais pas, j'ai écrasé ma production parce que au lieu de scale à 10, j'ai scale à 0, ça peut être gênant. Donc Velero, c'est un outil de backup qui permet de rassembler tout ce qui est topologie et données clientes et qui permet une exploration de vos backups à travers une jolie interface où vous avez une chronologie. Donc, par exemple, quand vous allez restaurer la data de votre Elasticsearch qui était scale à 8, si le backup correspond à plutôt une somme de Elasticsearch qui est scale à 4, vous pouvez choisir de retourner à cet état précédent. Donc tout est lié, à la fois la topologie et les données clients, et surtout plus besoin de passer par un ticket support Iguane Solutions. C'est directement du self-service, il suffit d'explorer l'interface, de faire clic-clic, et ça fonctionne. Il y a 2 options bonus, on espère ne jamais les utiliser, mais il faut quand même les posséder. C'est du disaster recovery, par exemple, si le cluster est vraiment planté, s'il est dans un état irrécupérable, ou si on ne comprend pas que les marchés, dans le cas d'EasyBourse, ouvrent bientôt, on peut imaginer avec Velero de monter un autre cluster très rapidement. Donc le côté avoir un produit industriel qui se déploie rapidement sans artisanat, plus le côté migration de cluster ou disaster recovery qui est permis par Velero, peut permettre d'avoir un cluster sur pied rapidement. Ça peut aussi permettre, par exemple, si Iguane Solutions, si vous avez un cluster monosite et que vous souhaitez bénéficier d'un des autres data centers d'Iguane Solutions, de reproduire votre cluster à l'identique sur un autre endroit, sans devoir repartir toute la surface de build de zéro, de façon assez simple. Nous, ça consiste à déployer Cube by Iguane, mettre en place un Velero, puis laisser faire la machine. Sur le monitoring, autant Sysdig avait donné entière satisfaction, autant il y avait quelque chose qui nous tient à cœur chez Iguane, c'est que lorsque vous vous connectez sur votre espace client Iguane, vous avez à la fois vos tickets incidents, vos demandes de contact, vos demandes de support, mais également votre métrologie et votre alerting. Sysdig, comme c'était un outil tiers, on était obligé de passer par un panel extérieur. Donc là, ce qu'on a fait pour le produit Cube by Iguane, c'est une réinternalisation dans Sysmology. Comment on a fait pour tout ce que je vous expliquais là un peu plus haut sur la cardinalité, sur le long-term storage, sur les problématiques liées à être un hébergeur et pas juste être un utilisateur de monitoring, c'est qu'on repasse cette fois-ci sur des Prometheus exporteurs tiers, mais pour toujours avoir une cardinalité qui est assez compressée, on va faire du filtering de metrics. Donc dans ces Prometheus exporteurs-là, qui en général, par exemple, vont vous donner 3 metrics pour avoir l'occupation sur disque, l'occupation libre, l'occupation totale, alors qu'en vrai, avec les 2 premières, on pourrait créer la 3e à partir d'un simple calcul, une addition ou une soustraction. Donc faire des filtering des métriques qui sont inutiles pour ne pas faire grossir notre cardinalité et nous créer par-dessus des dashboards qui correspondent à notre usage.
Sur le produit Cube by Iguane, sur les features qui sont affichées, c'est les features 7 de notre 1.0. Donc c'est ce qu'on compte lancer dès cette fin d'année. On va rajouter d'autres fonctionnalités au fur et à mesure de l'année 2024. Mais le but de la 1.0, c'était d'avoir quelque chose qu'on a su proposer à EasyBourse et à Cyril, mais de pouvoir l'industrialiser et de le proposer à de futurs clients Iguane Solutions. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions,